Merci beaucoup pour cette introduction. Merci beaucoup à tous les présents et merci au CREA pour avoir organisé cette conférence qui, je pense, est vraiment d'actualité et malheureusement le reste depuis quelques années. Merci au public présent. Bonjour à tous. Je rectifie juste, c'est que je ne suis plus président du comité pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé. Je l'ai été 2 ans, mais donc c'est une expérience quand même qui marque. Alors, au niveau de l'intitulé de la conférence, c'est un intitulé qui a un peu évolué avec le temps et en fonction du programme aussi qui a évolué, donc j'ai adapté. Et donc, finalement, ce qu'on va surtout aborder, c'est une partie juridique, parce que à la base, il faut savoir un peu de quels instruments internationaux on parle, et qui forment évidemment l'appui pour l'action internationale. Et deuxièmement, on va parler à ce moment-là des acteurs internationaux. Et je profite pour que j'ai la chance de pouvoir donner une conférence en Belgique, d'un peu aussi expliquer ce qu'on fait en Belgique, si on en a le temps. D'ailleurs, je vais me mettre un petit chrono. Je suis avec ma voilà. Donc, voilà. Donc, pour être sûr que je ne parle pas trop des conventions après un quart d'heure, faites-moi signe, comme ça je peux passer au deuxième volet Alors, bien sûr, vous verrez beaucoup de photos, avec moi vous n'en verrez pas beaucoup, mais vous verrez beaucoup de photos. J'aurais pu évidemment commencer par les photos les plus connues qu'on montre, c'est la photo d'un site archéologique prise par vidéo satellite avant la guerre et après, où on voit qu'il y a des excavations qui ont été faites vraiment de manière complètement désorganisée et dans un but de pillage et de trafic de ces biens, ce qui est vraiment un désastre pour les archéologues qui travaillent sur place, comme vous pouvez vous en douter, mais je sais que d'autres orateurs y reviendront. Alors, en matière de protection des biens culturels, bien sûr, il y a les sites archéologiques, mais généralement, quand on parle de la protection des biens culturels, on parle aussi ça comprend les sites archéologiques, donc je n'y reviendrai pas spécifiquement, mais vous dites que les règles que je vais évoquer couvrent aussi les sites archéologiques. Alors, on parle d'aspect philosophique et de société, ça a déjà été abordé. On aurait pu citer Delenda Carthago, puisque finalement, on assiste actuellement à une sorte de nettoyage culturel. Certains emploient le mot de génocide culturel, mais ça appartient à d'autres, parce que ça a pas mal d'impact au niveau du droit international. Mais la philosophie de ces mots, c'est que maintenant le patrimoine culturel est délibérément pris pour cible. Et donc l'intention, c'est de nier l'existence de l'autre en le coupant de ses racines et en le coupant de ce qui fait en fait son identité et son âme. Souvent d'ailleurs, le nettoyage culturel est concomitant à des massacres de populations civiles. C'est la même intention, c'est annihiler l'autre. Donc la lutte contre le patrimoine, contre la destruction du patrimoine culturel n'est pas une lutte anecdotique. Elle s'inscrit dans le cadre du respect de la personne, de sa dignité et de son identité. Il s'agit donc de l'affirmation des valeurs de tolérance qu'il faut opposer à celles de l'intolérance. Ce qui est important aussi par rapport aux menaces au patrimoine culturel, c'est tout le rôle que ce patrimoine culturel peut jouer dans le processus de reconstruction et de réconciliation. La reconstruction dans le respect des communautés autochtones et des techniques adéquates est cruciale après le conflit armé. Laisser ce patrimoine en ruine, c'est offrir une vision béante des plaies encore ouvertes et aviver les rancœurs. Bien sûr, en ce qui concerne les sites archéologiques, là souvent la difficulté, c'est que reconstruire, restaurer, c'est de l'ordre de l'impossible. Nous allons donc passer maintenant à l'étude de la Convention de La Haye et ses protocoles. Alors, vous voyez que j'ai mis des numéros derrière, c'est le nombre d'États signataires. Il y a 126, alors on appelle ça des hautes parties contractantes, je dirais des États, mais voilà, c'est les hautes parties contractantes pour la Convention de La Haye, ce qui est encore relativement peu. On compare souvent au patrimoine mondial où il y a plus de 190 États qui ont ratifié. Il y a un premier protocole qui a été signé en même temps, où il y a 103 États parties, et le deuxième protocole, 68 États parties. J'évoquerai également les protocoles additionnels 1 et 2 aux conventions de Genève, puisque les conventions de Genève, généralement, ont des dispositions, en tout cas en ce qui concerne la protection des biens civils, c'est du droit coutumier, donc il s'applique à tous les États qu'ils aient ratifié ou non ces conventions. Alors, la convention de La Haye, voilà un peu ce que nous allons voir à ce niveau-là, c'est qu'il y a 2 types de protection qui sont prévus, et la première protection, c'est la protection générale.
Alors, on va d'abord aborder la question du champ d'application matériel et je vous montre ici un symbole que vous connaissez probablement. C'est le signe distinctif pour les biens culturels sous protection générale. Et donc, vous pouvez le croiser d'ailleurs en Belgique à différents endroits. C'est d'ailleurs un peu problématique, mais j'y reviendrai si j'ai le temps. Alors, quelle est la protection offerte par la Convention de La Haye? Et donc, elle vise 3 types de catégories. C'est les biens meubles ou immeubles de grande importance pour le patrimoine culturel des peuples. Ce qui est important, c'est que donc c'est le patrimoine mobilier, immobilier. Ça couvre les sites archéologiques. Les édifices. Et c'est quoi les édifices? Ce sont en fait les immeubles qui exposent ou conservent les biens meubles qui sont de grande importance pour le patrimoine culturel des peuples. Et donc là, on vise les musées, les bibliothèques, les dépôts d'archives, les refuges. Et les centres monumentaux, en fait, qui sont des centres où il y a du A et du B dans un même ensemble. Ce qui est important avec ces définitions, c'est que quand on parle de biens culturels, moi, de ma bouche, quand j'utilise les biens culturels, généralement, je vise les biens culturels qui sont protégés par la Convention de La Haye 1954. Ça veut bien dire que tous les biens culturels qui existent en Belgique ne sont pas nécessairement des biens que l'on peut considérer comme de grande importance pour le patrimoine culturel des peuples, mais c'est aussi un débat qui existe au niveau des communautés et en Belgique sur ce plan. J'y reviendrai si j'ai le temps également. Alors, vous devez savoir aussi qu'en droit international, les règles sont différentes suivant qu'il s'agit d'un CAI, c'est-à-dire un conflit armé international, ou un CANI, un conflit armé non international. Et donc, il y a très souvent des disputes sur la question de savoir quel type de conflit, de quel type de conflit il s'agit. Et donc, par exemple, pour certains conflits, on va dire que c'est des conflits internes internationalisés pour essayer de dire que c'est tel type de règles qui vont s'appliquer ou des autres. Pourquoi? En ce qui concerne les conflits armés internationaux, généralement les règles sont plus strictes, sont plus développées, parce qu'il s'agit de conflits d'État à État. Or, il faut bien se rendre compte que dans la réalité actuellement, la plupart des conflits sont des conflits en fait internes, ce qu'on appelle non internationaux, où des groupes armés prennent les armes contre leur gouvernement. Donc, en ce qui concerne les conflits armés non internationaux, on considère que les règles de respect contenues dans la Convention de La Haye s'appliquent, et l'avantage, c'est qu'elles s'appliquent alors également aux groupes armés, et je vais vous expliquer tout de suite ce que je veux dire par respect. En effet, les deux grands piliers, deux grands principes fondamentaux dans la Convention de La Haye, c'est la sauvegarde et le respect. Et alors, il y a une série de dispositions qui concernent la sauvegarde et d'autres le respect. La sauvegarde, c'est tout ce qui en fait concerne la prévention. Et donc, comme vous voyez, c'est préparer dès le temps de paix la sauvegarde des biens culturels contre les effets prévisibles d'un conflit armé. Et j'insiste toujours sur ce volet parce que finalement, quand on parle de la Convention de La Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, on entend en cas de conflit armé, on réduit au temps de guerre, et en fait, tout le monde oublie qu'un des volets principaux de la Convention de La Haye, c'est tout l'aspect préventif. Et c'est aussi quelque chose sur lequel je reviendrai. On a une civilisation facultative, donc le bouclier bleu, les États ne sont pas obligés de la poser sur les biens qu'ils ont considérés comme relevant de la protection sur la Convention de La Haye, et il y a une obligation de diffusion. Une diffusion au sens assez large, ça peut viser tant les militaires que le grand public, et qui vaut en temps de paix comme en temps de guerre. En ce qui concerne le respect, donc ça je vous ai dit que ça s'appliquait aussi aux conflits armés non internationaux, c'est donc là il y a différents types d'obligations. Il y a une protection des biens culturels immeubles, et donc on dit voilà, il ne faut pas d'utilisation dangereuse de ce bien. Souvent on se met des deux côtés des parties au conflit. Il y a celui qui possède l'immeuble, celui-là doit essayer de l'utiliser sans mettre une garnison. Par exemple, si on a des châteaux protégés, on en veut en Syrie aussi, avec des biens protégés qui datent des temps très anciens, et puis on va mettre tout d'un coup des soldats dedans, parce que finalement c'est une place qui est intéressante au niveau de la localisation et au niveau des combats, mais en attendant, on met le bien immobilier en danger. Donc il y a cette question-là d'utilisation, et de l'autre côté, pour la partie qui attaque, on dit il ne faut pas d'acte d'hostilité par rapport à ces biens qui sont considérés comme protégés par la Convention de La Haye. Il y a une exception, j'ai mis le NMI, ça veut dire la nécessité militaire impérative. Le problème, c'est que c'est très vague et c'est très peu développé. Et donc, c'est pour ça que vous verrez que d'autres instruments internationaux sont venus par la suite un petit peu développer ces questions. Ce qui est intéressant, c'est que la protection des biens culturels meubles, c'est ce qui veut dire le vol, le pillage, le détournement, le vandalisme, tout ça, il n'y a pas d'exception. Et aussi pas de représailles.
Et donc, non plus pas d'exception. Donc, par exemple, ah ben, vous avez attaqué mon bien immeuble, eh ben, moi, je vais aller bombarder votre église au milieu de la ville. Non, ça, on ne peut pas considérer que parce que vous avez fait un acte qui contredit la Convention de la Haye, que vous êtes en droit de faire la réciprocité. Alors, il y a encore quelques autres éléments, et ce qui intéresse évidemment peut-être les archéologues, c'est qu'on a aussi on a aussi créé la possibilité d'avoir du personnel affecté à la protection des biens culturels et qui sont identifiés avec un petit bandeau avec l'écusson, qui reçoivent une petite carte d'identité spéciale et qui sont censés être respectés en cas de conflit armé, un peu comme la Croix-Rouge, le bouclier bleu, parce que ce serait un peu l'équivalent de la Croix-Rouge pour les biens culturels. Alors, le deuxième régime de protection qui a été mis en place par la Convention de la Haye, c'est la protection spéciale. C'est tombé en désuétude parce qu'il y avait pas mal de problèmes dans la mise en œuvre de ce statut. Et là, il y avait une question de signalisation obligatoire. Et ça, c'était le signe distinctif pour les biens sous protection spéciale. Il reste 9 biens du Mexique et 4 autres pays qui ont un refuge ou un abri, et le Vatican, qui est encore sous protection spéciale. Alors, il y a bien sûr une disposition relative aux sanctions. Qu'est-ce qui se passe si jamais on contredit ces règles? Mais le problème, c'est que la règle est très générale. Elle dit simplement que les États doivent mettre en œuvre les règles pour poursuivre les gens qui auraient contrevenu à la Convention. Mais donc, c'est aussi une disposition très générale. Et enfin, ce qui peut vous intéresser aussi, c'est qu'il y a des dispositions par rapport au transport de biens culturels. Il y a 2 types d'ailleurs qui sont prévus, c'est le transport sous protection spéciale ou le transport d'urgence. Et donc ça permet justement de pouvoir déplacer des biens en danger d'un endroit à un autre. Et alors on a des convois avec le bouclier bleu dessus, etc. Donc il y a des dispositions qui prévoient ça. Je ne sais pas si à ma connaissance a déjà été utilisé, mais par contre le concept de safe haven, c'est-à-dire la mise à disposition des biens, par exemple on se dit, ben voilà, Palmyre va être attaqué, ce qui a été fait en partie en tout cas, on va déplacer tout ce qu'on peut des collections du musée pour aller les placer ailleurs. Mais on peut le faire aussi dans d'autres États. Et donc, par exemple, la Suisse a maintenant une législation qui permet explicitement à la Suisse de recevoir des biens culturels qui sont en danger. Et ils ont conclu d'ailleurs un protocole d'accord avec l'UNESCO, puisque l'UNESCO est censé jouer un rôle dans la procédure. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi des dispositions par rapport à la conciliation au concours technique. La conciliation, c'est plutôt un rôle politique qui est donné aux États parties et ce qu'on appelle les puissances protectrices pour essayer de régler le conflit. Alors, on en parle très peu. C'est le premier protocole de la Convention de 1954. Et c'est pour un cas très spécifique, c'est la responsabilité des États dans les territoires occupés. Et ça explique pourquoi, en 1954, on a une convention qui est signée par 126 États, et de l'autre côté, certains États ont dit non, ça ne pourra jamais signer, si vous gardez dedans les dispositions par rapport aux territoires occupés. Et donc, ça fait partie d'un protocole qui a été mis à part. Et c'est ce que j'appelle les prémices de la Convention de 1970, puisque ça concerne surtout les biens culturels meubles, et donc les biens aussi qu'on peut trouver dans les sites archéologiques. Et donc, une partie qui occupe ne peut pas exporter les biens du territoire occupé. Il doit mettre sous séquestre les biens qui seraient arrivés sur son territoire. Mais ça, normalement, tous les autres États doivent le faire également. Ils doivent restituer à la fin de l'occupation. Et ils doivent indemniser les détenteurs de bonne foi. Donc s'ils ont manqué à leurs obligations, et donc finalement les biens, un site archéologique dans une zone occupée a été exporté malgré leur contrôle, qu'il a été acheté en toute bonne foi parce qu'il est passé par plusieurs, on va dire, propriétaires par quelqu'un et qu'on retrouve le bien, ben, si le détenteur est de bonne foi, ben, l'État est censé le dédommager pour restituer le bien. Donc c'est quand même des dispositions assez intéressantes pour vous, je pense. J'en arrive au deuxième protocole, donc je vous l'ai dit, il y avait quand même quelques lacunes dans la Convention de 1954, même si elle est quand même pionnière en la matière, puisque c'est la première convention de l'ONU qui gère la protection des biens culturels. Et donc, vous voyez qu'il y a une série de points que je vais évoquer avec vous. Alors, les principes importants, c'est qu'on va de nouveau rester dans les 2 principes, les 2 piliers, sauvegarde, respect, mais on va préciser certaines choses. Et de l'autre côté, on va ajouter des dispositions qui manquaient dans la Convention de 1954, parce qu'il faut savoir que normalement, quand on crée une convention, généralement, tous les États signataires de la Convention se réunissent une fois tous les 2 ans, une fois tous les 4 ans.
ben, en gros, jusque dans les années 2000, les États partis à la Convention 54 sont réunis 2 ou 3 fois. Donc vraiment, il n'y a pas eu de suivi, il n'y a pas eu de contrôle parce qu'il n'y avait pas de réunion, il n'y avait pas de suivi par rapport à ça. Alors, en ce qui concerne la sauvegarde, eh bien, ce qui est très intéressant, c'est que donc on a cet article 5. Il va dire, bon, ben, c'est bien, on a dit que les États devaient prévenir en cas de conflit armé, mais en fait, qu'est-ce que ça signifie? Et donc, qu'est-ce que ça signifie? Ben, c'est une liste non exhaustive, donc ils mettent notamment, c'est l'établissement d'inventaire, donc je vous avoue que c'est la base, en fait, c'est même la base et c'est même la difficulté qu'on rencontre en Belgique, c'est qu'on on doit savoir ce qu'on doit protéger pour pouvoir prendre les mesures de sauvegarde. Et donc, même ici, quand on discute avec le centre de crise de l'intérieur en disant ben, dans les plans d'urgence, il faut prévoir quelque chose par rapport aux biens culturels, ils nous disent ah ben oui, super, on va le faire, mais donnez-moi la liste. On n'a pas de liste. Donc, ça, c'est vraiment une obligation d'État qui est la base de tout. Même en termes de trafic international, si on n'a pas fait la collection des pièces du musée, si on n'a pas fait le relevé de ce qu'on a trouvé dans les sites archéologiques pour le communiquer après aux autres États, Interpol, etc., ben évidemment, on se retrouve sans indication pour pouvoir lutter contre le trafic illicite. Alors, il y a la planification de mesures d'urgence. Donc, à ce moment-là, on dit, ben, on demande aux autorités qui sont reprises dans l'inventaire du patrimoine immobilier ou mobilier de prévoir des dispositions en matière d'incendie ou d'écroulement des bâtiments. La préparation d'enlèvement ou protection de situ, donc par exemple, il y a un risque, une menace sur le bâtiment, il faut pouvoir avoir un plan pour enlever les biens, pour les amener quelque part, et avoir des abris qui sont conçus pour recevoir ces biens. Et il faut désignation d'autorités compétentes en matière de protection des biens culturels et toujours la diffusion. Ce qui est intéressant, c'est qu'aussi, cet article 5, on l'a un petit peu tiré, et c'est aussi accepté par l'UNESCO, puisque c'est sur son site internet. Finalement, l'incendie, l'écroulement, ben, on est toujours dans un cas de conflit armé, mais on s'est dit, oui, ben, l'incendie, ça peut arriver aussi à cause d'une bêtise, enfin, un sèche-linge qui prend feu. L'écroulement des bâtiments, c'est aussi un tremblement de terre. Donc on a dit, ben, on a tiré un peu la couverture pour dire, ben, finalement, c'est la prévention. Pour les pays qui ne sont pas en cas de conflit armé, la Convention 54 peut être utilisée pour la prévention en général en matière de catastrophes naturelles. Évidemment, un pays comme la Belgique s'inscrit tout à fait dans ce cadre-là et va essayer de prendre les mesures préventives, pas seulement en cas d'un hypothétique conflit armé, mais plutôt les risques liés au bâtiment, y compris, par exemple, les risques d'inondation. Alors, en ce qui concerne le respect, bah, je ne vais pas être trop long là-dessus parce que mes 15 minutes sont là. Le respect, c'est donc, on a précisé ce que c'était la nécessité militaire impérative et on a cadenassé. On a vraiment dit, voilà, les actes d'hostilité, c'était les telles conditions. Donc, on a vraiment essayé de cadenasser les choses. Donc ça, de toute façon, je laisserai les slides exposés si quelqu'un est intéressé. Ce qui est intéressant, c'est l'article 9, qui limite toujours les actions en territoire occupé. On revient au premier protocole. Et par exemple, ça interdit les fouilles archéologiques, sauf si indispensable à la sauvegarde, justement, du site. Et donc, c'est pas mal, je trouve, ces éléments de précision. On a vu que la protection spéciale n'avait pas fonctionné, et ben on a créé un nouveau statut pour vraiment les biens qui sont les plus exceptionnels. Et là, on peut être assez content de nous, puisque la Belgique a fait adopter par les États partis un emblème, parce qu'il n'y en avait pas. Et donc, si un jour on se retrouvait devant un bien qui avait la protection renforcée, bah, les militaires ne savaient pas le distinguer, sauf si on leur avait dit. Mais pour les groupes armés qui n'ont pas toujours accès à l'information sur le terrain, enfin on voit comment ça se passe en Syrie, c'est une série de bandes armées, bah, tout le monde n'a pas cette information. Donc là, au moins, il y a une identification qui dit attention, warning, vous êtes face à un monument spécial. Et pourquoi c'est important de le préciser? Parce que une personne qui s'attaque à un bien qui est sous protection renforcée commet un crime de guerre, tout simplement. Donc si vous tirez sur un bien sous protection renforcée, ça s'appelle violation grave de droit humanitaire, mais donc c'est un crime de guerre. Alors les trois critères, donc ils sont là, c'est que le patrimoine culturel revêt la plus haute importance pour l'humanité, il est protégé par des mesures internes et il n'est pas utilisé à des fins militaires. Donc l'État qui va s'engager à proposer ce bien au comité dont on va parler, il doit prouver que les trois critères sont remplis. Alors ce qu'on a déjà créé par rapport à ça, c'est que si on a un bien qui est patrimoine mondial de l'humanité, on considère que le critère A est rempli.
Le critère C est assez facile parce qu'il suffit au gouvernement de dire ben non, je ne vais pas utiliser le bien à des fins militaires. Par contre, le critère B est beaucoup plus complexe puisque là, on va vérifier sur le terrain qu'il y a bien un plan d'urgence, un plan d'évacuation, que le personnel sur place est formé. Ça a l'air de rien, mais je veux dire, on a des gardiens de musée, il y a une rotation de personnel, mais si à un moment il y a le feu dans une pièce, on va dire un musée qui a des objets archéologiques, il doit être en mesure de savoir quelle est la première pièce qu'il doit sauver, et puis la deuxième ou la troisième. Est-ce que c'est ce tableau-là? Est-ce que c'est cette pièce-là? Donc, toutes ces formations-là, c'est très important. Alors, on a l'inscription sur la liste des biens culturels sous protection renforcée par le comité. C'est une liste internationale qui est communiquée partout. Et là, actuellement, par exemple, on a une demande du Mali avec une procédure d'urgence. Donc, à l'époque, on était déjà intervenu. Donc, pour le mausolée des Askia, ils ont demandé à avoir la protection renforcée. Donc, ça, c'est un premier pas. C'est la première fois, d'ailleurs, qu'on utilise le mécanisme de procédure d'urgence. C'est assez technique, mais je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est vraiment un bon pas, je trouve, dans la bonne direction. Il y a possibilité, évidemment, de perdre la protection renforcée, soit que le comité qui a donné la protection la retire, on verra les conditions, soit simplement que sur le terrain, l'État il a dit qu'il n'allait pas utiliser son fort à des biens militaires ou son centre, qu'il allait déménager son ministère de la Défense dans d'autres endroits parce que c'est un bâtiment classé et qu'il veut le protéger, mais que finalement il garde son QG dans son bâtiment de la Défense. Mais dans ce cas-là, évidemment, le statut est perdu du fait que ça devient un objectif militaire par soi. Donc, ça, je ne vais pas trop revenir là-dessus. La suspension, l'annulation, donc le comité peut le décider parce qu'il ne remplit plus les critères ou qu'il est utilisé à l'appui d'actions militaires. Ce qui est très bien, c'est la responsabilité pénale. Cette fois-ci, on va beaucoup plus loin. Et donc, les États doivent prévoir qu'ils vont, dans leur législation interne, intégrer tout ce qu'il faut dans le code pénal pour incriminer, poursuivre, extrader, etc. Et donc, par exemple, pour tous les pays africains ou du Moyen-Orient, c'est très important parce que actuellement, les seules mesures, à part peut-être en Belgique, mais les grosses jurisprudences en matière internationale, c'est la Cour pénale internationale et la Cour pour le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie dans le cas de Dubrovnik. Et donc ici, ça permet aux États de ne pas nécessairement devoir passer par la CPI, qui n'est pas toujours bien perçue dans tous les États, parce qu'on a l'impression que c'est les États occidentaux qui viennent mettre la main voilà. Et donc là, vraiment, c'est un argument de vente très important par rapport au deuxième protocole, parce que je vous l'ai dit, il n'y a pas énormément d'États qui l'ont ratifié, et donc on a un gros problème par rapport à ça. Le deuxième protocole crée le comité pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, que j'ai eu la chance de profiter, et ce comité gère notamment un fonds, on ne va pas revenir là-dessus. Il faut aussi beaucoup d'autres choses en principe dans ses compétences. On ne va pas y revenir. Je viendrai dans les actions, c'est plus intéressant. Alors, aussi savoir simplement que dans les protocoles additionnels 1 et 2 aux Conventions de Genève, de nouveaux conflits armés internationaux, conflits armés non internationaux, on a prévu des dispositions par rapport à la protection des biens culturels, en faisant chaque fois référence à la Convention de La Haye, pour bien dire, la mère des conventions en matière de protection des biens culturels, c'est la Convention de La Haye. Mais, de toute façon, je devrais peut-être le rajouter dans ma slide, il y a un principe de droit coutumier qui est accepté de tous, c'est que finalement, dans un conflit armé, on est censé faire la distinction entre ce qui est civil et ce qui est militaire. On n'est pas censé toucher aux civils, et ça vaut aussi pour les biens civils. Donc déjà, les biens culturels, même qu'ils ne seraient pas couverts par la Convention de La Haye, parce qu'ils considèrent qu'ils ne sont pas considérés de grande importance, ils sont de toute façon couverts par le droit coutumier, ils ne sont pas censés être attaqués. Alors, d'autres éléments pertinents, je vais y passer, parce que c'est plus technique. Ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'il existe aussi pour vous, archéologues, c'est la Convention 1970. Je ne suis pas un expert de cette convention, mais il faut savoir que simplement qu'elle est fondée sur trois grands piliers. C'est que, un, elle a des mesures préventives également. Donc, elle demande aux États de faire des inventaires, des certificats d'exportation, des mesures de contrôle et d'agrément des négociants en biens culturels. Elle prévoit l'application de sanctions pénales ou administratives, des campagnes d'information, etc. Donc, ça, c'est les mesures préventives. Il y a un deuxième pilier qui sont les mesures de restitution. Donc, en cas où, c'est souvent le pilier qui est le plus connu. Il y a un comité de restitution pour voilà, on sait bien que les biens culturels où on peut voyager à travers le temps, on parlait du Parthénon, voilà, il y a des cas connus. Et enfin, troisièmement, il y a un pilier de coopération internationale, et ça c'est intéressant aussi, puisque en cas de mise en danger du patrimoine culturel pour des actes de pillage, il y a par exemple l'article 9 qui prévoit des possibilités d'action spécifiques, comme le contrôle des exportations et des importations. D'ailleurs, le Conseil de sécurité ne s'est pas privé de prendre décision en la matière. Alors, après, j'ai un petit tableau récapitulatif, mais ça, je vais passer.
Oui, donc j'ai encore... voilà. Ben, j'arrive justement à la deuxième partie. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que là-dedans, j'aurais pu citer encore Interpol, nos acteurs internationaux. Les États jouent aux deux niveaux, au niveau international et au niveau des États. Et en fait, tout le monde veut faire quelque chose. Je ne vous parle pas aussi de la multitude d'ONG, d'associations qui est sur le terrain. Et donc, je crois que la première difficulté qu'on a rencontrée, c'est le besoin de synergie. Pour essayer que les plans d'action soient les plus cohérents possibles. Alors, j'ai l'habitude de m'étendre un peu sur le comité parce qu'il n'est pas très connu, c'est quand même lui le gardien à la Convention de 54. Il a donc plusieurs missions, je vous ai parlé de ces missions, enfin, principalement, c'est l'octroi de la protection renforcée, c'est l'utilisation du fonds. Donc, le fonds a déjà été utilisé, il a déjà été utilisé à El Salvador. On va me dire, ben, c'est pas du tout un pays en conflit, mais non, c'est un pays qui avait subi une grosse catastrophe naturelle et qui, à l'époque, a fait la mesure de prévention, a fait un inventaire de ses biens et donc a posé des logos, etc. On a fait aussi une action au Mali. À l'époque, c'était en plein conflit, en fait, au début du conflit, et c'était pour essayer d'exfiltrer des biens dans les territoires qui étaient aux mains des djihadistes, pour essayer de les mettre dans la partie protégée. Et donc, suite à l'opération Serval, l'opération a dû un peu changer de cap. Et il y a eu un plan d'action de l'UNESCO. Et donc, finalement, le budget qu'on avait prévu, l'UNESCO a dit, ben, moi, je vais prendre en charge avec mon fonds du patrimoine mondial ce qui concerne les bâtiments immobiliers. Et donc, nous, on a dit, ben, OK, tout notre argent va servir à la protection, au renforcement des musées, à l'inventaire, parce que les gens avaient, une fois qu'ils étaient libérés, ils avaient caché, enterré sous terre des pièces de musée, des pièces archéologiques. Et donc, après, il fallait les ressortir. Certaines avaient été attaquées par les insectes, donc il fallait les restaurer, les remettre dans les musées. Et donc, les fonds ont servi à ça. Et je vous avoue que c'est le premier plan intégré de l'UNESCO et il a extrêmement bien fonctionné. Pourquoi? Parce que justement, c'était une vision intégrée. On avait la convention de 54, on avait la convention de 1970 sur le trafic, on avait la convention de 72 sur le patrimoine mondial, mais on avait aussi celle de 2003 sur le patrimoine immatériel, puisqu'au Mali, c'est aussi très important. Je vais vous parler d'ailleurs un peu de ces synergies par la suite. Alors, dans les autres, ça, c'est les actions. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Les synergies, donc ça, on va en parler. Souvent, je parle d'une synergie qui paraît toujours un peu abrupte, mais c'est celle avec le patrimoine immatériel. Mais le patrimoine immatériel, même les Gilles de Binche ou d'autres choses, ben, ils ont besoin d'un chapeau, ils ont besoin des rues de Binche, si possible, pour pouvoir marcher. Et donc, finalement, le patrimoine matériel est souvent lié à du patrimoine matériel. Et donc, il y a des synergies à créer avec la Convention de 54, patrimoine mondial, etc. Je passe ça. Alors, l'UNESCO, évidemment, est très active. Maintenant, il y a un plan, on l'appelle Stratégie 21, mais je pense que l'orateur suivant en parler, United for Heritage, et les différentes conventions culturelles qui, pour moi, doivent travailler main dans la main. On peut même éventuellement rajouter la 2005 sur la diversité des expressions culturelles. Voilà. Mais comme je parle sous le prisme, l'angle de la Convention 54, c'est pas toujours évident de voir... voilà. Alors, d'autres acteurs internationaux, alors vous devez savoir, ben, on a parlé des protocoles additionnels aux Conventions de Genève, et donc le CICR, dans son mandat, a la protection des biens culturels aussi. Alors, j'ai eu l'occasion d'interpeller le président du CICR ou d'avoir différentes discussions, et c'est vrai que c'est un mandat qui a été un peu perdu de vue, parce que nous, on leur demande, ben, est-ce que vous avez des infos sur le terrain? Parce que comme on n'a pas accès au terrain, des organismes internationaux qui ont encore accès au terrain, c'est le CICR, et donc, quand j'étais président, on a créé une plateforme avec l'UNESCO, le Bouclier Bleu et le CICR, pour essayer de travailler ensemble, mettre les informations en commun. Donc voilà, c'est quelque chose qui bouge. Donc maintenant, de plus en plus, le CICR a décidé de se réapproprier cette thématique. Alors, il y a le Comité international du Bouclier Bleu. Donc, c'est le comité, c'est un peu comme j'avais dit la Croix-Rouge, ben, on a le Comité international du Bouclier Bleu. C'est une association qui a été fondée par les 4 réseaux d'experts internationaux. Je suppose que vous ferez partie un jour peut-être de ce réseau. Celui qui vous concerne, c'est le ICA, donc c'est celui qui est lié... ah non, c'est le... ça va être plutôt au niveau des sites e-commerce que vous êtes. Donc e-commerce, c'est plutôt ce qui est les sites et biens immobiliers. E-com, c'est les biens immobiliers, les musées. ICIA, c'est les archives. Et IFLA, c'est les libraries, c'est les bibliothèques. Ça, ce sont tous les grands réseaux internationaux qui se sont mis ensemble pour créer le Bouclier Bleu, avec lequel on travaille. Par exemple, ce qui est intéressant, e-com, qu'est-ce qu'il fait comme action? On a parlé tantôt de la destruction de sites archéologiques. Alors la grosse difficulté quand on a un pillage de sites archéologiques, c'est qu'en fait, on ne sait pas ce qu'on a sorti de terre.
Et donc, alors qu'à la différence des musées ou d'autres institutions, si on a un inventaire, on peut dire telle pièce a été volée, on a des photos, dans le meilleur des cas, enfin voilà, parce que dans beaucoup de musées, malheureusement, il n'y a pas tout ça. Mais généralement, on peut quand même décrire la pièce. Lorsqu'il y a une atteinte à un site archéologique, on ne sait pas ce qui a été sorti. Et donc, en fait, ce que ICOM fait, c'est qu'il sort des listes qu'on appelle les red lists, et qui sont en fait des typologies de biens qui sont susceptibles de faire l'objet de trafic illicite. Et donc ces listes rouges sont diffusées vraiment partout et donc sont très utiles notamment en cas de menace sur le site, sur le patrimoine archéologique. L'ONU est également devenue très active en la matière, non seulement parce qu'elle a commencé à faire des résolutions au niveau du Conseil de sécurité en parlant de la Convention de 54, en parlant de l'UNESCO. Donc par exemple l'action au Mali, elle faisait clairement référence à l'UNESCO. Par rapport à 54, ça reste encore compliqué, puisqu'il faut savoir qu'aucun des 5 membres du Conseil de sécurité n'est parti au deuxième protocole, et il y en a même qui ne sont pas encore partis à la Convention du tout. Donc par exemple, le Royaume-Uni maintenant envisage de ratifier la Convention de 54, la France, le deuxième protocole, la Chine a parlé de ratifier aussi. Donc il y a un mouvement, mais bon, tant qu'ils n'ont pas ratifié, c'est un peu difficile pour eux de parler d'une convention qu'ils n'ont pas eux-mêmes ratifiée. Alors, par contre, ce qui est très important, c'est la résolution, c'est pas 1299, c'est la 2199, qui est en fait une lutte contre le terrorisme, mais aussi une lutte contre le financement du terrorisme. Et comment est financé le terrorisme? Notamment par du pétrole et d'autres choses, mais notamment par le trafic illicite de biens culturels. Et là, il y a un comité de surveillance qui est venu en Belgique faire des enquêtes, qui est très derrière les États. Et la Belgique rend un rapport tous les 4 mois sur l'état de ce qu'elle fait pour lutter contre le trafic illicite des biens culturels, et notamment si elle a saisi quelque chose, de savoir détailler ce qu'elle a saisi, comment elle a saisi, si on sait d'où ça vient, etc. Donc il y a un suivi quand même très pressant maintenant du Conseil de sécurité par rapport à l'action des États, et je pense que c'est tout à fait bien. Je vais parler des juridictions internationales et des 2 jurisprudences, et donc ici fin septembre, et donc on a la Cour pénale internationale a pour la première fois condamné quelqu'un pour une attaque à un bien du patrimoine mondial et donc considéré comme une infraction grave. Enfin, c'est dans les cas où la CPI peut agir. Et donc ça, c'est aussi un signal très très fort par rapport à ceux qui voudraient attaquer les biens. Vous allez me dire que ça ne les protège pas, mais au moins ça donne un signal très fort de la communauté internationale pour dissuader. Il y a le rôle des États, donc notamment François Hollande qui vient de déclarer qu'il allait créer un grand fonds global pour la protection de patrimoine, le Qatar qui a mis 10 millions, donc les États agissent, mais chacun un peu avec leurs intérêts, avec leur angle de vue, donc c'est parfois un peu en ordre dispersé. Et je pourrais aussi citer Interpol, mais je suppose que Lucas va en reparler, en matière de trafic illicite. Est-ce que j'ai encore une minute? Je vois j'ai 30 minutes. J'ai fait mes 30 minutes sur mon temps, là. Oui, oui. Donc je prends 2 minutes pour la conclusion. Un petit peu le temps pour une ou 2 questions. Alors, il y a une discussion en fin de Tout à fait. matinée, mais parfois c'est bien d'avoir le temps pour une ou 2 petites questions. Je vous prends 2 minutes. Alors, il faut savoir que toutes ces organisations internationales, en général, ont une association miroir. Donc, au niveau des États, donc ça, ce sont tous les départements qui travaillent sur la question des biens culturels. En Belgique, c'est extrêmement compliqué. Les régions sont compétentes pour les biens immobiliers. Les communautés sont compétentes pour les biens mobiliers. Mais la région, la communauté germanophone est aussi compétente pour les biens mobiliers, même si ce n'est pas une communauté. Et la région bruxelloise a maintenant aussi les biens mobiliers qui ne sont pas biculturels. Vous avez compris? Non, ben voilà. On doit travailler dans ce canevas-là en Belgique. Il y a les commissions nationales UNESCO, les comités nationaux du bouclier bleu, les branches nationales des associations d'experts, les sociétés nationales de la Croix-Rouge. Donc vous voyez, tout ça travaille ici en Belgique. Et celle qui est moteur actuellement pour essayer de créer des synergies au niveau belge, c'est la commission de droit humanitaire qui, elle, est en fait chargée de la mise en œuvre des conventions de Genève. Alors, quels sont les défis internationaux? Et ce sera ma conclusion, les défis internationaux, les défis nationaux. Bien, tout d'abord, il faut voir qu'on a changé de paradigme, et d'autres vont y revenir dans le courant de la journée sur cette question. C'est que, encore dans les conflits précédents, sauf des Linda Carter, enfin, on a toujours des exemples ou des contre-exemples, mais en général, les grands conflits du XXe siècle sont des conflits d'État à État, de territoire, comme je dis, il y a toujours des exceptions, mais je veux dire, où le patrimoine culturel n'était pas une cible en soi. Par contre, maintenant, on voit vraiment l'émergence de plus en plus, depuis le début des années 90, un glissement où finalement, les conflits deviennent des conflits totaux. Le deuxième glissement, c'est qu'on était donc dans des relations d'État à État, donc encore dans un certain cadre international, avec un certain nombre de normes juridiques, mais on le voit maintenant, à partir du moment où ces conflits, ce sont des conflits internes,
beaucoup considèrent aussi dans leur idéologie qu'ils ne sont tenus à aucune règle de droit. Et donc on arrive maintenant beaucoup plus à un système où il y a du droit et un système de non-droit. Je dirais, le personnel de la Croix-Rouge est visé, les hôpitaux sont visés, les civils sont décapités, donc vous pensez bien, le patrimoine culturel, à part peut-être s'en servir pour s'enrichir, n'est pas très intéressant. Et donc, et surtout, est un outil d'annihilation, comme j'ai évoqué dans mon introduction. Donc ça, c'est vraiment un défi international, c'est de pouvoir se glisser là-dessus. Et quand on voit certaines associations de terrain, tous les groupes armés ne sont pas insensibles, surtout ceux qui... je parlais par exemple des Kurdes, certains groupes kurdes qui sont comme là aussi pour défendre une certaine culture, eux sont très intéressés de savoir quelles sont les règles applicables en la matière. Donc c'est pas parce que ce sont des groupes armés rebelles qu'ils sont insensibles à toute considération de droit international. Donc je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Alors deuxièmement, il faut démystifier la Convention 54, elle n'est pas suffisamment ratifiée. J'ai parlé du problème des membres permanents du Conseil de sécurité. Donc là vraiment il y a un gros travail à faire, notamment parce que les gens oublient tout le volet de sauvegarde préventif de la Convention. Je pense qu'il faut aussi être réaliste avec l'UNESCO. Souvent, on me dit « Ouais, mais l'UNESCO ne fait rien, pourquoi elle ne fait pas ci, pourquoi elle ne fait pas ça ?» Bon. Alors, j'ai mon collègue qui va pouvoir y répondre, mais je réponds toujours « Bah oui, mais je suis désolé, mais je n'ai pas encore vu beaucoup d'historiens de l'art qui allaient avec des bazookas sur le terrain pour défendre le patrimoine. » Donc, on n'est pas une force armée, donc à moins, comme au Mali, d'avoir la couverture de l'opération Serval et puis l'opération MINUSMA, on ne sait pas. Ou alors moi je vais pas envoyer des experts pour dire allez-y, opération suicide, vous allez vous occuper de ça. Donc non, ça c'est pas encore tout à fait possible, mais il y a maintenant aussi pas mal d'avancées puisque l'Italie a fait aussi un protocole d'accord parce que ont une force spéciale qui s'appelle Carabinieri qui va être à disposition de l'UNESCO, qui va essayer de travailler là-dessus. Et je veux dire qu'en Belgique, actuellement, on travaille avec la défense et les experts boucliers bleus pour essayer aussi de pouvoir envoyer des experts en cas de conflit armé, mais qui seraient formés et qui suivraient les forces armées. Alors, renforcer les réseaux civils. Pourquoi ? C'est un défi très très important. Quand un conflit arrive et que la communauté internationale n'a plus accès au territoire, ben, qu'est-ce qui reste ? Il reste les gens sur place. Et donc l'importance des réseaux civils, c'est-à-dire tous les personnels des musées, les personnels qui sont, même les populations civiles, qui sont fiers de leur musée ou de leur patrimoine et veulent le garder, c'est les seuls qui sont sur le terrain. Et donc, d'où l'importance d'avoir tous ces réseaux au niveau national, sensibilisation, diffusion, d'avoir des boucliers bleus actifs, d'avoir des commissions nationales UNESCO actives, enfin, tout ça, c'est très très important. Les campagnes de sensibilisation, et on prend toujours l'exemple du musée du Caire, où à un moment c'est la population qui a fait le tour du musée du Caire et qui a empêché le pillage. Et donc si on n'a pas parfois une population sensibilisée sur place, eh ben, on peut avoir des catastrophes. Développer une vision globale et proactive, c'est en place maintenant, ça commence à arriver, et mettre l'accent sur la prévention, j'en ai déjà parlé. Les défis nationaux, j'ai parlé ici de la ratification du deuxième protocole. Pour ça, c'est surtout au niveau... C'est déjà fait chez nous, mais c'est surtout la mise en œuvre du droit interne avec les inventaires. Ça, c'est compliqué, puisque on doit encore agir sur les abris, mais principalement, le gros obstacle, c'est l'inventaire. C'est l'inventaire. La région flamande a pris une longueur d'avance sur la région bruxelloise et la région wallonne et la communauté française, en décidant de dire, nous, on a décidé, on va créer un emblème spécifique pour les biens qui sont classés, et on va réserver le bouclier bleu à ceux qu'on considérera comme étant relevant de la Convention. Au niveau de la région bruxelloise et région wallonne, on est encore dans l'idée de se dire, mais en fait, finalement, si tous les biens classés, on en faisait des biens aussi qui auront un bouclier bleu et qui seront considérés comme de grande importance pour le patrimoine des peuples. Et donc, c'est un peu dénaturer la Convention, c'est beaucoup de débats, mais donc ça, c'est des questions politiques qui doivent encore venir. Donc, ce qui crée des problèmes, c'est que le bouclier bleu est utilisé partout en région bruxelloise et en région wallonne pour dire que ce sont des biens qui sont protégés par la Convention de la Haye alors qu'il n'y a pas d'inventaire et qu'en fait, ils ne sont pas nécessairement protégés par la Convention de la Haye. Il y a la question des plans d'urgence externes et internes, mais comme il n'y a pas d'inventaire, on ne sait pas avancer. Et il y a la question de la sensibilisation. Donc voilà, une grande complémentarité des actions et des acteurs. L'action internationale, ça paraît bien loin, parfois les conférences diplomatiques, mais je vous assure que c'est aussi par là qu'on change les instruments, qu'on permet les actions de terrain, qu'on permet aux organismes de travailler sur le terrain en leur offrant un cadre qui les sécurise. Donc le gros défi, évidemment, au Moyen-Orient, c'est l'État islamique et toute cette mouvance, et avec le réveil maintenant de la communauté internationale. Je pense que quelque part aussi, un des grands enjeux derrière, c'est l'éducation. L'éducation et aussi la tolérance et
l'éducation à la multiculturalité. Donc ça, la Convention de 2005 est très importante. Et finalement, la meilleure protection qu'on peut avoir, c'est celle du citoyen, à la base du propriétaire des institutions du pays. Si vous-même, dans votre commune, dans votre village, vous êtes sensible à votre patrimoine et que vous voulez aider à le préserver, au moins que vous avez un intérêt par rapport à ça, enfin ici je suis dans un auditoire un peu conquis par rapport à cette question, c'est déjà évidemment un premier pas pour la sauvegarde de notre propre patrimoine. Voilà, merci.